fois très heureux de me retrouver parmi vous. J'ai été suffisamment présenté. Je suis Akoyon Clément Dassi. Je suis docteur en droit public. Et je suis greffier aujourd'hui. Ça fait 17 ans. Et je suis actuellement en service à la Cour des comptes. Je suis aussi parallèlement à cela auteur de 4 ouvrages seulement. Alors, le thème qui nous rassemble en ce moment, c'est la contribution des langues maternelles à l'accès à la justice. Vous savez, dans nos sociétés, ou plutôt dans toute société organisée, il y a forcément la justice qui occupe une place centrale et qui plus est une société dite état de droit comme notre état. Et la justice, effectivement, on peut l'entendre sous deux acceptions. Dans son acception de vertu, à savoir donner à chacun son dû, ou dans son acception d'institution ou d'organisation chargée de rendre cette justice-là, de dire ou de donner à chacun son dû. Compte tenu de cette importance, les instruments juridiques internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme a consacré l'accès à la justice comme étant un droit fondamental. Au plan régional, vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a aussi consacré ce droit-là d'accès à la justice. Et vous savez que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de notre Constitution. Notre Constitution qui est notre loi fondamentale. Donc, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de notre Constitution. Tout ça, c'est bien beau. C'est très bon. Sauf que, souvent, entre ce qui est bien écrit sur les textes et la réalité, il y a loin de la coupe aux lèvres. Alors, les défis, ils sont nombreux. Les défis qui se dressent à l'accès à la justice sont assez nombreux. Et ils recouvrent plusieurs formes. Comment est-ce que dans ce contexte-là, les langues maternelles peuvent nous permettre de relever ces défis? À défaut de tous les relever, tout au moins quelques-uns. En quoi est-ce que nos langues maternelles peuvent aider à relever ces défis-là? Nous allons en parler. Mais avant d'en parler, il serait quand même judicieux que nous puissions savoir quels sont ces défis-là auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de l'accès à la justice et quels sont les défis pour lesquels les langues maternelles peuvent jouer un grand rôle. Commençons par les défis. Les défis de l'accès à la justice. Ces défis, on peut, ou plutôt moi je les regroupe en deux catégories. Les défis d'ordre subjectif et les défis d'ordre objectif. Les défis d'ordre subjectif, lorsqu'on parle de l'accès à la justice, cela implique l'accès à un juge. Et quand je dis accès à un juge, cela signifie l'accès à un juge compétent, l'accès à un juge impartial, l'accès à un juge indépendant. Juge compétent, dans quel sens? Pour le commun des citoyens, quand on dit juge compétent, il peut entendre cela comme étant un juge qui connaît papier, entre griffes. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire un juge à qui la loi ou les textes ont conféré l'aptitude à connaître d'une question. Ça veut dire quoi?
j'ai un problème de parcelle, je n'irai pas confier ce problème à un juge qui règle les questions de famille. Même si le problème de parcelle est issu d'une querelle de famille, celui qui va régler ce problème, c'est le juge à qui la loi a confié l'aptitude à régler les problèmes de parcelle. Mon locataire et moi ne nous entendons pas, il ne me paye pas mes loyers. Je n'irai pas confier ce problème à un juge qui règle des questions de pension alimentaire ou un juge qui règle les problèmes entre un employeur et un salarié. C'est dire que les juges ont reçu compétence dans divers domaines. C'est un peu comme à l'hôpital, où je n'irai pas confier un problème de dents à, je ne sais pas, à un médecin qui est chargé de régler les problèmes d'yeux. D'accord? Donc chacun a sa compétence. Et on appelle cela dans le jargon juridique ou judiciaire aussi la compétence matérielle ou encore compétence d'attribution. Ajoutez à cela la compétence qu'on appelle la compétence territoriale, parce que tous les juges ne sont pas compétents sur tout le territoire national. C'est-à-dire que lorsque nous avons accès au juge, il faut qu'on ait accès à un juge vraiment compétent, qu'on ne se trompe pas de chemin. Vous avez vu certains saisir la Cour constitutionnelle et que celle-ci dise qu'elle est incompétente. C'est parce que les questions qui lui sont soumises ne relèvent pas des questions qu'elle est chargée de régler. C'est cela. Un juge impartial. C'est clair, un juge qui ne prend pas parti. Il n'est ni du côté de A, ni du côté de B. Il va trancher en toute impartialité. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le juge ne peut pas juger sa maman, il ne peut pas juger son frère, ou sa soeur, ou sa femme, ou les parents de sa femme. Lorsque dans une affaire, le juge se retrouve dans une telle situation, il doit se déporter. C'est pour éviter les risques de partialité. Le juge doit être indépendant, c'est-à-dire qu'il ne doit pas subir l'influence d'une quelconque personne dans son office. C'est la raison pour laquelle le pouvoir judiciaire au Bénin, et nous sommes heureux que ce soit un pouvoir. En France, c'est une autorité, on parle d'autorité judiciaire, pendant qu'on parle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Chez eux, c'est l'autorité judiciaire. Chez nous, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cela nous montre quelque part cette indépendance-là, tout au moins affirmée dans les textes. Le juge ne doit pas subir une pression et la loi portant organisation judiciaire est claire. Lorsque quelqu'un exerce une quelconque pression sur un juge dans son office, celui-là est passible de sanctions pénales. On peut le priver de sa liberté, on peut aussi le punir ou le condamner à verser une somme d'amende. Nous sommes toujours dans le cadre des défis, des défis d'ordre subjectif. Ici, les défis sont d'ordre subjectif parce qu'ils sont liés au juge. Et depuis là, vous constatez que je parle du juge. D'accord? Sa compétence, son impartialité, son indépendance. Vous me direz, mais est-ce que ce qui est vraiment établi sur papier là est réel? Puisque dans la presse, généralement, nous entendons certains opposants au pouvoir, et c'est dans tous les régimes, je ne parle pas du régime actuel, tous les opposants à tous les régimes vous disent que la justice est aux ordres. La justice est aux ordres. D'accord? Dans tous les pays, dans tous les régimes, c'est toujours comme ça.
On vous dit que la justice est aux ordres. Certains vont dans leurs analyses à même dire la justice subit la pression du pouvoir exécutif. Et cela peut s'entendre dans la mesure où c'est le pouvoir exécutif qui nomme les juges. D'accord? C'est lui qui nomme les juges. C'est lui qui met les moyens à la disposition des juges. Mais nous n'allons pas oublier que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de ses fonctions. Il faut qu'on s'entende bien. Il s'agit du juge ici. Je ne parle pas du magistrat dans le sens général. Le magistrat dans le sens général englobe aussi bien les juges que les magistrats du parquet qui, eux, sont soumis à un principe à la hiérarchie, d'accord, laquelle est directement rattachée au pouvoir exécutif. Je ne parle pas de ceux-là, je parle des juges eux-mêmes. C'est un défi. C'est un défi. D'une manière ou d'une autre, quel que soit le pouvoir, il cherchera quand même à exercer une certaine influence sur les juges. D'accord? Mais tout dépend du degré d'influence qu'exerce le pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Mais ça, ce n'est pas des éléments qui sont palpables. Ce ne sont pas des éléments qu'on peut véritablement démontrer de façon irréfutable. Il n'en demeure pas moins que, qu'on le veuille ou non, il y a une certaine influence. Et ça peut jouer sur l'accès à la justice. L'autre catégorie de défis tient aux défis d'ordre objectif. Les défis d'ordre objectif. Ils tiennent d'abord à la géographie. Si je dis géographie, la situation des juridictions par rapport aux justiciables. Pendant longtemps, c'était un véritable problème et le problème n'est pas totalement résolu jusqu'à présent. Vous savez que dans la loi portant organisation judiciaire, il était prévu 28 tribunaux. 28 tribunaux. Et jusqu'en 2010, il y avait, si j'ai bonne mémoire, 8 tribunaux qui étaient fonctionnels sur les 28. Et qu'il y avait encore 20 qui n'étaient pas fonctionnels. En 2010, il y a eu la création du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi pour s'ajouter aux 8 tribunaux qui existaient. Par la suite, de nouveaux tribunaux sont nés, notamment le tribunal d'Aplahoui, le tribunal de Savalou et le tribunal de Djougou. Tout récemment, nous avons encore eu droit à d'autres nouveaux tribunaux, le tribunal de Malanville, le tribunal de Comé et le tribunal de Dassa. Ajoutez à cela les nouvelles juridictions d'exception, à savoir le tribunal de commerce, la Criette et tout récemment la Cour spéciale des affaires foncières. Tout ça, ce sont des efforts que le gouvernement fait pour rapprocher la justice du justiciable. Parce que si vous prenez le cas, par exemple, de Malanville, j'ai eu à servir au début de ma carrière au tribunal de Kandi. Kandi couvrait jusqu'à Malanville. Et vous savez que Kandi-Malanville, c'est pas moins de 100 km. Vous voyez? Les justiciables situés à 100 km au moins du lieu où la justice doit être dite. Et ceux qui sont situés dans la ville où la justice est dite, il y en a qui sont privilégiés par rapport à la distance. On est d'accord? Parfois, la distance décourage certains. Ils préfèrent régler leur affaire là entre eux plutôt que de venir devant le juge, même si la manière de régler l'affaire n'est pas tout à fait convenable. Donc, la distance est parfois un frein à la justice.
Et les différents régimes qui se sont succédés jusqu'à présent mènent encore des efforts pour réduire cette distance-là entre les justiciables et la justice, et le juge, si je peux m'exprimer en ces termes-là. Mais il n'y a pas que ce défi-là. Il y a le défi d'ordre financier. La loi portant organisation judiciaire a prévu que la justice est gratuite. Mais le législateur s'est très tôt empressé d'ajouter que c'est sous réserve des frais de justice. Donc, il affirme que l'accès à la justice est gratuit, on est d'accord, mais il y a des frais. Ils peuvent s'ajouter. C'est dire que il faut tout au moins avoir le minimum pour accéder à la justice. Et vous savez qu'à la justice, on parle beaucoup plus des avocats, des huissiers, des notaires et tout ça. D'accord? Les avocats, les huissiers, les notaires ne sont pas des fonctionnaires. Ce sont des libéraux. Si vous voulez accéder à leur service, vous devez forcément payer. Et si vous voulez le meilleur d'entre eux, c'est que vous devez mettre le prix. Vous convenez avec moi que là, l'aspect financier est un véritable frein, l'accès à la justice. Et les faits sont prévus qu'on peut recourir à l'assistance judiciaire. Et pour les plus impécunieux, ils peuvent recourir à l'assistance judiciaire. Mais recourir à l'assistance judiciaire, à ce jour, les textes ne sont pas encore très bien organisés pour que les justiciables puissent recourir à l'assistance judiciaire de manière convenable. Même en France, c'est encore un problème. C'est encore un véritable problème pour bénéficier convenablement de l'assistance judiciaire. C'est-à-dire que c'est l'État qui vous appuie lorsque vous n'avez pas les moyens pour accéder à la justice. Mais c'est un véritable problème. Donc, l'argent, si je peux m'exprimer en des termes terre à terre, l'argent est un frein à l'accès à la justice. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des défis d'ordre, je peux dire, intellectuel. Défis d'ordre intellectuel dans quel sens? Dans la mesure où accéder à la justice suppose aussi accéder au droit, c'est-à-dire connaître le droit. Et connaître le droit, c'est connaître les textes qui régissent le droit, les textes qui gouvernent le droit. Et quand on parle des textes, la première chose qui vient en tête, c'est les lois. On est d'accord, c'est les lois. Et tout juriste qui commence en première année apprend ce qu'on appelle les sources du droit. Ça commence par les lois, mais il y a des aspects qu'on oublie souvent, la jurisprudence. Il y a la jurisprudence, il y a aussi la doctrine, c'est-à-dire l'ensemble des écrits sur le droit, ceux qui ont écrit en droit. Parlons d'abord des textes, les textes normatifs là. Les textes normatifs, avant, le problème, le véritable handicap, c'était l'accès à ces textes-là, la disponibilité de ces textes. Pour avoir une loi, c'était vraiment la croix et la bannière. Quelques-uns avaient seulement les textes de loi. Mais aujourd'hui, avec la numérisation, facilement, vous allez sur le site du secrétariat général du gouvernement, vous avez les textes. Et c'est là que je loue vraiment l'effort du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez des textes qui ont été pris depuis 1960 à ce jour. Et il vous suffit de taper un mot-clé sur le texte que vous cherchez. Vous avez tous les textes qui portent sur ou qui contiennent ce mot-clé-là, tout au moins dans l'intitulé. C'est-à-dire que l'accès au droit est rendu beaucoup plus facile dans ce sens. La jurisprudence aussi, l'accès est rendu beaucoup plus facile dans la mesure où il y a des juridictions
dont les décisions sont disponibles. Vous avez les décisions du tribunal de commerce, les décisions de la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour suprême et les décisions de bien d'autres juridictions internationales et autres. D'ailleurs, moi, je ne me suis jamais rendu à la Cour constitutionnelle pour rédiger mon ouvrage « La Constitution interprétée par le juge constitutionnel ». C'est-à-dire que c'est sur le site de la Cour constitutionnelle que j'ai pris toutes les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, les décisions rendues depuis 1991 jusqu'à 2022. Donc ça me faisait 5000 et quelques décisions que j'ai parcourues pour pouvoir expliquer la Constitution article par article. C'était mon premier ouvrage. Alors, l'accès au droit. Aujourd'hui, les sources sont abondantes. Aujourd'hui, vous avez plein d'ouvrages de droit que vous pouvez consulter en ligne. Vous avez les thèses, vous avez les mémoires, des écrits, des articles que les gens ont écrits en droit que vous pouvez consulter en ligne. C'est-à-dire que l'accès au droit est rendu beaucoup plus facile. Cependant, c'est l'abondance de ce droit-là qui nuit gravement à l'accès au droit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des milliers de textes que vous devez lire. Même si vous prenez un seul aspect, une seule question que vous voulez traiter, vous devez lire des dizaines et des centaines de textes, des centaines de décisions pour trouver la réponse à votre question. C'est-à-dire que si le droit les textes sont disponibles, c'est leur abondance qui constitue un frein maintenant. C'est ce qui m'a conduit à rédiger le premier ouvrage dont je viens de parler, puisque je me suis rendu compte que malgré l'existence des décisions, des gens quand ils lisent, ou plutôt quand ils font un recours devant la Cour constitutionnelle, ils tombent toujours dans les mêmes travers. Ils ont cette raison, mais parce qu'ils n'ont pas su le chemin à prendre pour saisir le juge, ils perdent le procès. Et ils tombent dans ces mêmes travers. Et ça se passe énormément devant les juridictions. Vous pouvez avoir raison et perdre devant le juge, parce que vous n'avez pas su prendre le chemin convenable pour le saisir. C'est là le véritable problème. Donc, l'accès au droit, et l'accès au droit suppose l'existence des tests, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'abondance des tests nuit gravement à l'accès au droit. Mais il ne suffit pas non plus que les tests soient disponibles, il faut les comprendre. Vous pouvez lire et ne pas comprendre. Et vous savez que le droit a cette particularité d'avoir un caractère quelque part ésotérique. C'est-à-dire qu'il faut être initié pour comprendre ce qui est écrit dans les textes. Et pour comprendre, vous devez avoir cette initiation, comme je viens de le dire. Et cette initiation prend des années. Donc dire que vous pouvez être intellectuel, être allé à l'école pendant des années, prendre les textes de loi et ne pas les comprendre. Moi, j'ai vu une décision comme ça de 5 de mes enseignants en droit. Des gens qui m'ont formé en droit, qui ont exercé un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce sont des professeurs de droit. Donc, a priori, c'est des gens qui s'y connaissent en droit. Il se fait qu'il y a un type de recours là, en matière administrative, c'est-à-dire lorsque vous avez un problème avec l'administration prend une décision. Et vous savez que les décisions de l'administration, ce qu'on appelle le préalable de l'exécution. C'est-à-dire, on n'attend pas ces décisions-là, on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation d'un juge avant de les exécuter. Vous les exécutez d'abord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez le juge. C'est comme ça. Si le préfet prend un arrêté maintenant, on n'a pas à attendre une autorisation quelconque. On l'exécute. Même s'il y a des incohérences dedans, on l'exécute.
qu'il est au préfet de retirer son arrêté ou alors que le juge annule l'arrêté, mais on doit l'exécuter. Si le fait de saisir le juge sera trop long, il y a une procédure qu'on appelle le sursis à exécution. Le sursis à exécution des décisions administratives. C'est devant le juge administratif qu'on exerce ce recours-là. C'est-à-dire, cette décision-là, si jamais on la laisse passer comme ça, avant de saisir le juge, c'est que ce serait déjà trop tard. Et qu'il serait même inutile d'aller saisir le juge après pour demander qu'il qu'il annule la décision. Une autorité administrative prend la décision, par exemple, je dis n'importe quoi, de démolir votre maison. Et vous dites, bon, j'attends que le juge annule d'abord la décision avant qu'elle ne soit annulée. Or, la décision administrative, elle n'attend pas. On l'exécute. Donc, vous saisissez le juge pour lui dire, monsieur le juge, arrêtez l'exécution de cette décision-là. Le temps qu'on examine si elle est fondée ou pas. Si elle est fondée, vous l'annulez, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas fondée, on va l'exécuter après. C'est le sursis à exécution. Ces professeurs ont saisi le juge et la loi est claire. Si vous saisissez le juge pour demander le sursis à exécution, vous devez d'abord lui demander d'annuler la décision avant de lui dire décider de surseoir à exécuter cette décision-là. Mes professeurs sont directement allés au sursis à exécution. Ils n'ont pas demandé l'annulation d'abord avant de demander le sursis à exécution. Et pour cette simple raison, le juge a déclaré leur recours irrecevable. C'est ahurissant. Des professeurs de droit, 5 professeurs de droit qui se réunissent. Ce sont eux qui nous ont appris ça. 5 qui se réunissent et qui se trompent sur cette banalité-là. Et une banalité qui leur a été fatale, si je peux m'exprimer en ces termes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous dire que vous avez beau aller à l'école, apprendre beaucoup de choses, vous avez même beau être juriste, vous pouvez perdre devant le juge si vous ne savez pas vous y prendre. C'est encore pour relever un peu le caractère ésotérique du droit où il faut vraiment une initiation, une certaine initiation pour s'en sortir devant le juge. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas été à l'école? De ceux qui ne comprennent que nos langues maternelles? Et cela m'amène à la deuxième partie de ce que je veux vous dire, nos langues maternelles. Nous savons tous que ces langues sont les vecteurs de la civilisation. Elles jouent un rôle important dans le développement de nos localités, d'accord, et de toute nation. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes aliénés parce que nous ne parlons, nous ne nous exprimons que dans des langues étrangères. Et dans presque toutes nos familles, du moins les familles des intellectuels, il y a des enfants qui ne comprennent pas les langues locales. D'accord? On dit que nous sommes déracinés. Et c'est vrai. Partie vraie. Comment dans ces conditions nos langues peuvent venir au secours des citoyens pour qu'ils puissent accéder à la justice? On doit d'abord commencer par l'accès au droit. Vous savez que nos textes sont rédigés dans une langue étrangère. Ils sont rédigés en français, n'est-ce pas? Parce que dans notre constitution, le français est la langue de travail. Nous sommes tous d'accord. La constitution, elle est rédigée pour qui? N'est-ce pas pour le peuple?
les lois, elles sont rédigées pour qui? N'est-ce pas pour le peuple? Et voilà que ces lois sont rédigées dans une langue que le peuple, la majorité des membres de ce peuple ne comprend pas. Ça pose un véritable problème. Un sérieux problème. C'est-à-dire que seuls les intellectuels feront la pluie et le beau temps dans ce contexte-là, puisque ce sont eux seuls qui comprennent ce qui se trouve dans nos lois. Voilà que même les intellectuels, tous ne savent pas ce qui se trouve dans nos lois. Même ceux qui sont allés à l'école du droit même, ils ne savent pas ce qui se trouve dans nos lois. C'est vraiment ahurissant, parce que j'ai rédigé bien d'autres ouvrages, le Code des marchés publics et ses décrets d'application. J'ai rédigé un ouvrage sur ce code et ses décrets d'application, où j'ai expliqué article par article ce code avec les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics. Si vous suivez l'actualité, vous allez comprendre que les marchés publics, dans les marchés publics, il y a de sérieux problèmes. Il ne se passe de mois que l'autorité de régulation des marchés publics n'exclut les gens des marchés publics. Les exclut parce qu'ils ont commis des fautes qu'ils n'auraient pas dû commettre s'ils connaissaient vraiment les textes. Et c'est au cours de l'élaboration de cet ouvrage que je me suis rendu compte que beaucoup de professionnels dans ce domaine ne connaissent pas vraiment les textes. Ils tombent dans les mêmes travers, ils commettent les mêmes erreurs et ils sont toujours sanctionnés de façon très dure. On exclut quelqu'un des marchés publics alors qu'il n'a appris que les marchés publics. On l'exclut pendant 5 ans. Comment va-t-il vivre? On l'exclut pendant 10 ans. La loi est dure, mais c'est la loi. Puisque les textes ont prévu que le minimum, c'est 5 ans d'exclusion. C'est le minimum, ça. Même si l'autorité veut être clémente, elle ne peut appliquer que les 5 ans minimum. Ajoutez à cela les millions d'amendes qu'on fait payer aux gens. C'est parce qu'ils ne lisent pas. C'est la même chose avec le code électoral, sur lequel j'ai publié tout récemment, c'était en décembre, fin décembre, j'ai publié mon dernier ouvrage, le code électoral interprété par les juges constitutionnels et administratifs. À la phase préélectorale, à la phase électorale et même post-électorale, il y a toujours des recours. Des gens vont devant les juges. Les juges invalident les sièges alors que des personnes ont dépensé énormément pour faire la campagne et ils ont beaucoup souffert, ils gagnent les élections, on invalide leurs sièges. Pourquoi? Parce qu'ils ont méconnu les textes. Et il y en a plein parmi nos politiciens qui ne connaissent pas les textes. Et c'est le véritable problème du citoyen. Il ne se rend compte de l'existence des textes que lorsqu'on les applique contre lui. Et en ce moment qu'il se rend compte de l'existence des textes. Et c'est dommage. C'est dommage. Nos langues, pour revenir à ce qui nous occupe, nos langues peuvent contribuer à l'accès aux juges en commençant par l'accès aux textes. Si nous pouvons transposer nos textes en nos langues, nous pouvons véritablement aider la population à accéder à ces lois-là et à accéder aux juges. Mais le véritable problème, ce n'est pas sans défi non plus. Ce n'est pas sans défi. Il y a le monsieur là qui traduisait tout à l'heure une expression française en fond. Je t'aime ma belle, c'était bien ça. Hein? Et dans la traduction, il y a des mots qui ne se transposent pas mot à mot. Il y a des expressions qui ne se transposent pas mot à mot. Ça fait partie des défis. Et c'est d'ailleurs pourquoi les détracteurs de la traduction nous disent
qu'il est impossible de traduire les textes, qu'il est impossible de traduire même la science dans nos langues. C'est faux. C'est faux. C'est d'ailleurs pour montrer que c'est faux et pour montrer que c'est bien possible que je m'étais lancé le défi de traduire la Constitution en bâton. Parce que, excusez-moi, c'est la langue que je comprends le mieux. D'accord? Je me suis lancé ce défi-là. Je me suis dit que je vais le faire et je l'ai fait. D'abord pour montrer que ce n'est pas impossible et pour aussi galvaniser ceux qui sont sur ce chemin à le faire. Dans toutes nos langues, on peut transposer nos textes et même la science dans nos langues. Les gens vous disent qu'il y a des expressions qui n'existent pas dans nos langues. Vous pensez que même en français, là, les termes techniques qu'ils ont sont des termes d'origine française. Le français lui-même est issu d'une langue morte, non, ou bien de langue morte, n'est-ce pas? Pour ceux qui étudient les langues, ils savent très bien ce dont je parle. Et en français, il y a beaucoup d'emprunts. Il y a beaucoup d'emprunts. J'ai découvert qu'en français, il y a beaucoup de mots d'origine arabe. Vous vous rendez compte? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas emprunter aussi pour faire des traductions? C'est bien possible. Les concepts que nous n'avons pas en nos langues, nous pouvons les emprunter pour transposer ce savoir-là des langues étrangères à nos langues mêmes. C'est le premier défi. L'autre défi, c'est est-ce que tout le monde sait lire nos langues? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on sait lire dans nos langues. Hein. J'ai beau bien parler fond, Yoruba, Baton, cela ne veut pas dire que je sais lire en cette langue. On est d'accord. Ajoutez à cela, je peux dire l'analphabétisme des intellectuels dans nos langues. Nous, intellectuels, non seulement nous ne savons pas nous exprimer correctement dans nos langues, mais en plus, nous ne savons ni lire, ni écrire dans nos langues. Aujourd'hui, c'est le président burkinabé que je suivais qui disait, mais si on décidait aujourd'hui d'ériger les langues locales là, en langue nationale, il y a beaucoup d'intellectuels qui seront analphabètes. Vous voyez? Et c'est là, c'est exactement ça. C'est cela. Et c'est pourquoi nous nous accrochons tellement aux langues étrangères, nous nous accrochons tellement à ces langues que nous nous disons, bon, c'est impossible. C'est impossible de transposer le savoir des langues étrangères là, à nos langues. Ce n'est pas impossible. C'est bien possible. Si aujourd'hui des gens peuvent faire des claviers dans les langues locales, ce n'est pas impossible. Des gens suivent des cours d'auto-école dans les langues nationales. D'accord? Et au Nigeria, il y a des gens qui suivent, qui font de la science en Yoruba, en Igbo et autres là. D'accord? C'est bien possible. C'est dire que nos langues, l'accès à la justice par les langues maternelles va commencer par l'accès aux droits de nos langues maternelles. Si nous commençons par là, nous pouvons véritablement aider les citoyens à accéder aux droits tout au moins. Parce que se défendre en justice suppose qu'on connaît nos droits. Et connaître nos droits, c'est comprendre ce que les textes nous donnent, les prérogatives que les textes nous donnent et les limites de ces prérogatives-là pour savoir comment nous devons nous défendre. Donc, nos langues maternelles peuvent aider à relever ce défi-là. Les défis,
Ils sont nombreux, je les ai cités. D'accord, les défis d'ordre subjectif qui sont liés au juge, sa compétence, son impartialité, son indépendance. Là-bas, les langues maternelles ne peuvent pas jouer un grand rôle. Les défis d'ordre objectif qui sont liés à la distance entre le juge et le justiciable. Là non plus, on ne voit pas beaucoup les langues intervenir. Les défis d'ordre pécuniaire, là non plus, les langues ne peuvent pas jouer un grand rôle. Et les défis liés à l'accès aux droits, oui, les langues peuvent jouer un grand rôle. Si nous pouvons transposer nos textes en nos langues, nous pouvons beaucoup aider. Mais il ne suffit pas de transposer les textes dans nos langues. Il faut que tout le monde puisse lire et écrire dans ces langues-là pour savoir ce que nous avons mis. Quand j'ai traduit la Constitution en bâtonnier, je m'étais lancé dans un projet fou de pouvoir permettre à chaque locuteur bâtonnier d'avoir la Constitution en bâtonnier. Mais c'était une erreur. Tout le monde ne sait pas lire. Très peu savent lire en bâtonnier. Leur remettre ce document, c'est leur remettre quelque chose qui ne leur est d'aucune utilité. Il faut d'abord permettre aux gens de savoir lire et écrire en leur langue. Et c'est là que je rejoins la question qu'il y a la dame au bout là qui avait posé cette question. Est-ce qu'il ne faut pas œuvrer d'abord à alphabétiser les gens en nos langues? Oui, il faut le faire. Mais parallèlement à ça, il faut continuer la traduction. Pour le peu qui sait d'abord lire, il peut s'initier. Le temps qu'on puisse alphabétiser la grande masse, c'est bien possible. C'est bien possible. Mais il y a d'autres défis. La lecture. Même ceux qui savent lire et écrire ne lisent pas tous. Ils ne lisent pas tous. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'élaborais mes ouvrages, je me suis rendu compte que les gens ne lisent pas. S'ils lisaient, ils allaient comprendre qu'il y a des erreurs que d'autres avaient commises, qui leur ont permis de perdre devant le juge et qu'ils pouvaient éviter. Mais ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Et c'est aussi dû au fait que non seulement c'est pour la plupart des professionnels, ils ont des occupations professionnelles qui ne leur permettent pas de prendre le temps de lire des centaines de décisions qui vont leur dévorer des heures. Je sais, c'est une activité chronophage. Ça me prend des heures, mais comme c'est une passion, je ne vois pas le temps passer. Même fatigué, j'ai toujours envie de le faire parce que j'y découvre beaucoup de choses et j'ai ce plaisir-là à partager aussi ce que je découvre. Parce que le savoir a cette particularité que, en le partageant, on ne le réduit pas, mais en le partageant, on le multiplie. C'est en cela que j'aime beaucoup partager. Et vous voyez, les langues, elles peuvent jouer un grand rôle dans le domaine de l'accès à la justice, notamment à travers l'accès au droit. Je vais m'en arrêter là. Et les questions, je sais qu'il y en aura et nous allons les prendre et continuer. Merci. Je me nomme Kevin Amassor et je fais la promotion des langues. J'ai beaucoup travaillé sur. Je vais en parler tout à l'heure. Et donc cet aspect, je ne savais pas que vous étiez locuteur bâtonnier. Et donc ce que je voulais poser comme question, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontés quand vous avez pris l'initiative de faire cette traduction. C'est important pour moi parce que tout à l'heure je vais en parler aussi, parce que actuellement j'ai développé un anagramme en bâtonnier pour bien sûr le jeu de stratégie, je vais en parler tout à l'heure. Donc quels ont été vos défis pour arriver à ça? Et qu'est-ce qui vous a amené?
Merci beaucoup et merci pour la question. Vous savez, les défis sont toujours partout, hein, quelle que soit l'œuvre que vous voulez réaliser. Le premier défi auquel j'ai été confronté, c'était d'abord les difficultés de transposition des concepts. Les concepts, comment les transposer du français en bâton. Et j'ai même été surpris de constater que la Constitution n'est pas rédigée qu'en langage juridique. Il y a un langage là qu'on appelle le langage héraldique. À l'article 1er de la Constitution, vous avez ce langage-là, où on parle des emblèmes. Mais le langage qui est utilisé là, ce n'est pas les mots que vous voyez, si vous les traduisez dans le sens propre, vous allez passer à côté. On vous parle du sable, par exemple. On vous parle de l'azur, de l'abîme. Qu'est-ce que ça vient chercher dans une constitution? Et j'ai un peu poussé la curiosité de savoir ce que ça signifie. Parce que quand je les prenais littéralement, je ne comprenais rien. Bien que je sois docteur en droit, je ne comprenais rien de ce que cet article signifie. Et j'ai mené des recherches, je me suis rendu compte que c'est le langage héraldique. Et quand j'ai pris les termes du langage héraldique, tout devenait clair. Le sable signifie couleur noire. C'était pour décrire les couleurs par lesquelles notre armoirie ou l'armoirie de notre État est composée. Et quand j'ai pris à l'acte, je prends un terme, je vois la signification de la couleur, je viens mettre ça dans le contexte et je vois que c'est exact. Pour décrire les couleurs du drapeau, par exemple, c'est ce langage qu'ils ont utilisé. Vous voyez, ça c'est une difficulté, une première difficulté à laquelle j'ai été confronté. Et déjà, à l'article 1er, j'ai failli abandonner. Parce que je dis, mais si déjà ici, là, c'est compliqué comme ça, alors qu'en est-il de la suite? Mais je me suis dit non. Non. Il faut aller au-delà. Donc, je suis allé au-delà. J'ai été confronté à d'autres termes tels que ordonnance, loi organique, loi ordinaire, arrêté. Ce sont des termes que nous n'avons pas dans nos langues. Tout au plus, ce que nous avons, c'est le mot loi. Mais la distinction entre les différentes lois, là, on n'en a pas. J'ai dû emprunter. Et par exemple, en bâton, quand l'ordonnance, j'ai traduit ça par ordonnance. Vous voyez? Et j'ai expliqué en bas, ce que ça signifie. Qui est-ce qui le prend? Comment est-ce que ça se prend? Quelle est la force de ce texte-là? Puisqu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Vous voyez? Il y a beaucoup de termes que j'ai traduits comme ça pour permettre à celui qui lit de comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est une première difficulté. L'autre difficulté est liée au rapport avec les hommes. D'abord, si vous voyez mon nom, avec le bâton, c'est quelque chose qui va vous piquer votre curiosité. Acquayon Clément Dassi. Quel rapport avec le bâton? On sait qu'il est soit fond, soit et autres. Et moi, mon père est bon. C'est ma maman qui est bâton. Bon, plus précisément, Wassangari. Vous voyez? J'ai grandi avec la maman, j'ai tout fait avec elle. Et ça m'a permis de traduire. J'ai mis mes aptitudes linguistiques à ce service-là. Mais ce qui devait être plutôt un sujet de joie a quelque part été un sujet d'attaque. Heureusement, ce ne sont pas tous les bâtons qui sont comme ça. Beaucoup m'ont applaudi. Et il y a quelques-uns qui ont fustigé cela. Parce que ça touche la fierté de tout un peuple. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un qui porte notre nom, qui fait ce travail?
Et c'est un étranger qui fait ce travail. Vous comprenez? Mais quelque part, parmi les patrons, oui, il y en a qui nous disent non, ce que vous faites là est dangereux. Il a fait un excellent travail. Il vaut mieux l'encourager. Et il y en a qui ont rappelé l'histoire que l'alphabétisation là, en nos langues, ce sont les Européens qui ont apporté ça. Les premiers écrits en bâton, ce sont les Européens qui l'ont fait. Pourquoi ils n'ont pas dit pourquoi c'est les Européens qui écrivent en nos langues? Vous voyez? Bon, ça fait partie quelque part des difficultés auxquelles j'ai été confronté, mais je peux les appeler des difficultés mineures. Et c'est partout, hein. Même si vous le faites en Yoruba ou en fond, il y aura toujours des gens pour vous dire pourquoi c'est lui qui fait ça. Il devait passer par nous d'abord. C'est ce problème-là. C'est à ce problème que vous serez peut-être confrontés. L'autre problème, c'est par rapport à la promotion de l'ouvrage. Et ça, c'est lié aux mauvaises habitudes des cadres. Vous vous approchez de certains. La première chose qu'ils veulent, c'est combien ils gagnent dedans. Combien ils gagnent pour vous accompagner. Moi-même, je n'ai rien gagné sur le plan pécuniaire. Comment il peut faire gagner à quelqu'un? Vous voyez? Donc, c'est l'autre défi auquel on est confronté, ça. Mais ce qui m'a fait abandonner le projet d'aller à la vulgarisation de ce document, c'est que j'ai constaté que beaucoup ne savent pas lire et écrire en bâton. Et là, c'est un véritable problème. C'est pourquoi j'ai laissé l'ouvrage à la disposition de ceux qui ont la volonté de l'acheter seulement. Sinon, j'étais parti pour multiplier l'ouvrage et le distribuer gratuitement à beaucoup de personnes. Mais beaucoup ne savent pas lire. C'est le véritable problème, ça. Et je rejoins maintenant la préoccupation de Nelly pour dire qu'effectivement, il est possible de transposer cela en audio. C'est bien possible. Et j'ai même commencé ça avec certains forats WhatsApp où je me retrouve avec les locuteurs patrons, où je prends le temps d'exposer en 5 minutes un concept juridique, où je prends un problème juridique et j'expose en quelques minutes, voici les dispositions que vous pouvez prendre si vous vous retrouvez face à la justice. Bon, avec mes occupations professionnelles, ça a commencé à peser sur moi. Et là, cette activité n'a pas beaucoup évolué. Mais j'y tiens quand même. J'y tiens énormément. Quoi qu'il en soit, les défis ne nous feront pas abandonner complètement ce travail-là. C'est en relevant les défis que nous pourrons véritablement réaliser quelque chose de concret. Merci. Je ne sais pas s'il y a des problèmes à vos questions. Lors des procès, je sais que dans certaines localités comme apparemment, il y a des traducteurs assermentés, voilà, qui sont délégués pour accompagner les justiciables qui ne comprennent pas la langue. Et le tribunal de Cotonou, je n'ai pas encore vu ça, parce que peut-être la plupart des juges comprennent au moins le fond, qui est la langue courante dans la capitale économique. Est-ce que vous pensez que la seule présence de ces traducteurs assermentés-là garantit vraiment la compréhension du droit, ou déjà au niveau du justiciable, de l'infraction qu'il a commise? Comment le juge arrive, par exemple, à descendre au niveau du justiciable pour lui expliquer ce qu'on lui reproche, ou ce n'est pas le rôle du juge de le faire? Merci. Je me suis retrouvé un peu dans vos explications. Je me rappelle quand j'étais en première année, je posais la question, mais on disait que la majorité de la population est analphabète, mais il y a des lois valables pour nous expliquer les choses, mais on remarque au village, on m'a souhaité qu'il y a telle loi. Elle m'a répondu, c'est vous au travail. Et je profite de l'occasion pour saluer le travail de groupe. J'aimerais savoir, toujours dans le cadre de la question qui a été posée tout à l'heure, j'ai remarqué également qu'il n'y a pas d'interprète en langue nationale au tribunal de première instance ici. Le juge essaie
essaie de traduire cela. Mais moi, je trouve que c'est insignifiant. Est-ce qu'il y a un moyen d'insérer, voilà, de nommer quelqu'un pour pouvoir prendre le dessus et expliquer pourquoi il est question vraiment au justiciable? D'accord. Lorsque quelqu'un est à la justice, c'est son droit le plus absolu qu'on lui traduise, s'il ne comprend pas français, qu'on lui traduise ce qui se passe. C'est son droit. Les textes sont clairement consacrés. Il a droit à l'interprétation, à la traduction, pardon, à la traduction de ce qui se passe, ce qui se dit, si c'est son adversaire ou un autre, il a droit à cette traduction-là. Rien que pour ça, le juge peut renvoyer un dossier. Si on ne trouve personne pour traduire, le juge peut renvoyer un dossier. Ici, généralement, c'est parce que déjà, c'est pratiquement tout le monde s'exprime en fond. Et si je prends le cas du tribunal de première instance de Cotonou, les juges comprennent un fond, les greffiers comprennent un fond, d'accord? Et là, ça ne pose pas un problème. Vous allez constater que le juge commence en français et à un moment donné, il enchaîne en fond. Il enchaîne en fond et puis, bon, ils se comprennent. Les deux parties comprenant fond, ils continuent en fond. Le greffier comprenant aussi fond, il prend l'autre, mais il n'écrit pas en fond. D'accord? Ça me rappelle quelque chose quand j'étais affecté au tribunal de Porto-Novo nouvellement. Je ne comprenais pas fond, je ne comprenais pas rien de tout ça. Et il est arrivé que nous nous retrouvions à l'audience. Les gens devaient s'exprimer en Goun. Et c'est en matière de propriété foncière. Et là-bas, c'est purement, vraiment oral, quoi. Et j'ai dit au juge que je ne comprends pas Goun. Il a écarquillé les yeux. Il a fait signe, mon nom, là. Avec mon nom, là, je ne comprends pas. Et il a pensé que je me moquais de lui. Il a dit non, que je ne comprends pas. Il dit non, c'est impossible. J'ai dit oui, c'est bien ça, je ne comprends pas. Il a voulu insister, mais moi j'ai mis dans les notes d'audience que le greffier ne comprend pas. Bon, mais l'interrogatoire continue. Bon, c'est juste quelque chose qui a été réglé entre nous. Et quand j'ai écrit, je lui ai balancé un peu la note là. Il a lu, il a su que c'est vraiment sérieux. L'audience a été, le dossier a été renvoyé pour qu'on aille chercher quelqu'un pour faire la traduction. Parce que lui-même, c'est vrai qu'il comprend un peu, mais il ne peut pas se mettre à chaque fois de traduire ce qu'ils disent, ce serait épuisant pour lui. Ils ont dû chercher quelqu'un pour venir faire la traduction. C'est cela. C'est le droit le plus absolu du justiciable d'avoir accès à la traduction de ce qui se passe s'il ne comprend pas français. Mais les notes seront transcrites en français. C'est comme ça. Et vous allez constater que dans les commissariats aussi, c'est le droit du justiciable ou de la personne mise en cause d'avoir connaissance de ce qui est écrit du PV qui a été rédigé. S'il comprend français, on va lui donner le PV pour qu'il lise. S'il ne comprend pas, on doit forcément lui traduire ce qui est écrit là, avant qu'il ne signe ou n'appose son empreinte digitale. C'est le droit le plus absolu. Et c'est à nous maintenant de faire l'effort de véritablement transposer le droit en nos langues. Peut-être qu'un jour, nous parviendrons à cette étape où la langue du travail sera une langue locale. C'est possible, mais ce ne serait pas de sitôt. Ce ne serait pas de sitôt. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler à cela. Voilà, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. Oui, effectivement. Je pense qu'on va continuer. D'accord. 2 questions. 3. Et honnêtement, les impressions, elles sont toutes bonnes, c'est pas pour flatter. D'habitude, souvent, quand on entend les hommes de droit, on a tendance à s'entendre de gros mots, des mots techniques. Et comme l'avait dit, des conditions intellectuelles, c'est-à-dire ces mots techniques fatiguent la compréhension qui est obligée de laisser le document et de partager le document.
et ça passe. Alors, vous avez évoqué un point très important. Et je pense, pour résumer, vous faites un travail de médiation culturelle approfondi. Et je me dis que les sociétés africaines, pour évoluer, ils n'ont pas besoin de connaissances intellectuelles. Ils ont aussi besoin de connaissances culturelles et des personnes au milieu pour les relier. Donc, on est naturellement des polyglottes. Bon, suite à la colonisation des gens, ça nous a rendu polyglottes. On est obligé d'être polyglotte, d'avoir plusieurs études avant de diplôme. Alors, mes préoccupations ont été volées. Et d'autres questions. Je vais rapidement aller à la question. Et moi, je suis artiste plasticien. Je m'étais demandé, mais droit, bon, c'est quelque chose qui me fatigue, qu'est-ce que je changerais? J'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Le droit, ça m'a permis d'évoluer dans mon travail en une longue année. Je suis artiste plasticien. Il aurait fallu que je connaisse ce que c'est que le droit d'auteur. Il aurait fallu que je puisse avoir connaissance du code ou de l'artiste, des noirs, etc. pour savoir comment fonctionner, comment aborder. Parce que vous travaillez avec des intellectuels à un moment donné, vous êtes dans votre droit et ils prennent vos droits. Donc, je voulais savoir, est-ce que quand moi j'ai commencé le travail, dès que je voulais devoir signer des contrats, j'exige des contrats, même si je suis avec des personnes que je connais. Et nous sommes dans un contexte culturel où des familiarités, où vous devez parler à ce niveau-là. Alors, je suis obligé d'aller trouver des personnes de droit pour dire, aide-moi dans ce candidat, si vous venez, il n'y a pas ce cas. Il a parlé de loi pays, probité intellectuelle, comment résoudre les problèmes par rapport aux créations artistiques dans le droit. Donc, ça c'est la première question. Et sur l'autre plan, vous avez évoqué le jurisprudence. Et ça nous ramène au concept de médiation culturelle. J'aime dire qu'on somme très souvent, nous sommes sédentaires. On dit purifie-moi pour que je sois plus blanc que la neige. Les Béninois font, quand ils se passent là, ils se demandent qu'est-ce que c'est que la neige. Il ne neige pas en Afrique, parce qu'on sache. Donc ça voudra dire qu'il n'a même pas la possibilité de savoir que le Dieu a pardonné. Donc il faut véritablement ce côté-là. Et il y a un autre côté, le volet, comment dirais-je, approfondi de la culture. En vous écoutant, j'ai compris, j'ai su immédiatement que vous n'étiez pas seulement une intellectuelle. Il aurait fallu que vous ayez d'autres connaissances au préalable culturelles qui vous permettent de faire la transition. C'est immédiat. Donc, les lois que nous étudions à l'école, il en existe également dans notre culture sous une autre forme. Si on peut faire à notre histoire, ancienne loi Mitterrand, les 41 lois de Wembaya, il y avait des choses extraordinaires qui sont écrites. Donc ça voudra dire que nos ancêtres connaissaient déjà le droit à leur manière. Mais l'intellectuel qui a été à l'école, mais qui ne sait pas parler sa propre langue, est-ce qu'il a la possibilité d'avoir accès au contenu et de s'adapter au contexte socio-culturel des gens? Donc, à ce niveau, l'éducation, parce que comme le dit les gens, il y a trois objectifs collectifs, et moteurs et affectifs. Si les gens ne savent pas déjà parler leur propre langue, est-ce que ça pourrait faciliter le volet éducatif, c'est-à-dire savoir écrire, savoir lire? D'abord, si vous savez parler votre langue, ça facilite déjà. Je suis obligé de lire parler des documents parce que c'est déjà parler ma langue. Donc, à ce niveau, les gens vont à l'école, mais la langue dans laquelle on les éduque à la maison, c'est le français. Donc, si ces personnes-là rentrent dans l'administration, même si on va vouloir les éduquer, est-ce que ça passera? Donc, je me dis, ce volet-là, c'est un problème pas difficile ni compliqué, c'est un problème tellement complexe. Donc, est-ce que c'est éduquer les gens à aller à leur langue, savoir lire, savoir écrire, savoir lire? Est-ce que ça résout le problème? Ce n'est pas une façon de déjà dans les familles, pour que les gens sachent que intellectuel, il faudrait que le premier outil, le vecteur du bâtiment du matériel, c'est déjà la langue. Il faudrait qu'ils nous sachent parler avant. Parce que c'est ce que vous n'avez pas appris quelque part. C'est à travers votre éducation que vous l'avez déjà. Mais pour ceux-là qui sont comme vous, qui maîtrisent bien la loi par exemple, mais qui n'ont pas ce flux, ils seront bien diplômés, ils sont étudiés à l'extérieur, mais ils ne pourront pas résoudre ce problème dont vous êtes en train de traiter. Donc merci. Merci beaucoup. Et nous avons environ
56, 57 ou bien plus de langues au Bénin. Si nous devons transposer en fait les tests dans chacune de ces langues, est-ce que vous pensez que cela serait possible? Je me demande en fait si chacune de ces langues-là a une écriture d'abord, je ne sais pas. Est-ce qu'on a déjà pensé à une écriture dans ces langues? Ou bien est-ce qu'il ne serait pas mieux, comme vous l'avez dit finalement, de venir à une langue nationale, une langue que tout le monde comprend au Bénin, pour que nous puissions en fait éduquer tout le monde à cette langue-là et ensuite faire directement le travail. Et comme un peu au Ghana où il y a une seule langue nationale comme le Twi, que tout le monde comprend en fait, et puis ça facilite en fait le travail. Merci. Et quand je venais ici, c'était surtout pour comprendre un peu comment est-ce que le justiciable qui ne comprend pas la langue puisse bien comprendre l'infraction qu'on lui a appliquée, et aussi est-ce que la pertinence des traducteurs arrive à garantir l'accès équitable à l'information, à la justice. Je pense que ça a été une question qui a abordé. Donc, de l'autre côté, je vais en côté peut-être pour aborder certains aspects sur lesquels vous avez parlé, comme certaines réticences qui poussent les gens à ne pas vouloir produire de la documentation en langue, qui disent qu'il y a beaucoup qui ne savent pas lire, comme dans le cas où vous avez eu un peu de réticence pour l'application parce que vous avez estimé qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent lire. Et par rapport à cela, à chaque fois que j'entends cela personnellement, comme je le dis, je suis de l'IDEMI Africa, une association qui lutte pour la visibilité des langues africaines sur Internet. Nous, à notre niveau, on s'est rendu compte plutôt que la question est plutôt mal posée, la problématique ne s'est pas bien appréciée. La preuve, on a fait remarquer aujourd'hui que dans la plupart de nos églises, que ce soit évangélique, que ce soit dans les couvents, que ce soit dans les mosquées, l'information primordiale se dilue dans la langue de la localité. Donc quand on va au nord, on parle une langue du nord. Donc quelle que soit la localité où on est, on parle de la langue de la localité. Donc si cette volonté était manifeste au niveau des politiques, cela voudrait dire que si je viens à Dassa pour leur parler du droit, il faut que je leur parle du droit en Idata. Et ce n'est pas les locuteurs Idata qui manquent, ce n'est pas ceux qui savent lire qui manquent. C'est plutôt se demander comment réunir ceux qui savent lire pour donner la main. Parce que dès que l'émission est créée, ça crée un effet de vague qui peut aller chez les autres. Donc, pour chaque fois que la question va se poser, désormais au jour, ça c'est peut-être une question qui va lire les choses, il faut plutôt se demander comment atteindre ceux qui savent lire. Ça serait une question pour nous. Et aussi, et pour finir, il y a le mythe aussi de l'oralité de nos traditions qui est souvent abordé pour dire que non, les traditions orales. Nelly a suggéré les livres audio. Oui, aujourd'hui, les livres audio nous permettent beaucoup un semblant d'avoir lu des livres en les écoutant. Mais les puristes diront toujours que rien ne vaut le plaisir de feuilleter le bouquin, de sentir la fraîcheur, de tout ce qui se rappelle. Mais donc, je vais inciter surtout pour tout ce qui est production, que ça soit surtout par écrit, que c'est l'une des conditions primordiales, que cette langue soit plus documentée. Et que si on va se contenter de ce mythe, de l'oralité, de la tradition africaine, on va passer beaucoup à côté de l'objectif qui est de documenter de nos langues, de les rendre vivantes et éternelles, de les sauvegarder. Merci. J'en ai beaucoup, mais je pense que le temps est parti et on aura peut-être des discussions off. D'accord. Merci beaucoup pour les rapports de la pollution d'œuvres avec les autres. Oui, vous avez parlé des contrats et je pense que c'est la meilleure attitude à adopter, d'accord? En matière d'affaires, il vaut mieux mettre de côté la camaraderie et être assez clair. S'il faut faire des affaires, soyez formels. Signez des contrats et au besoin, approchez-vous ou rapprochez-vous des spécialistes du droit. Il y en a qui sont vraiment spécialisés dans la rédaction des contrats. D'accord? Vous leur dites ce que vous voulez, ils vont vous traduire ça en des termes juridiques et mettre dans vos contrats. Ça vous protège, ça protège aussi votre co-contractant. Parce qu'en cas de difficulté, c'est à ce contrat qu'on va se référer
pour voir ce que vous avez mis dedans, ce sur quoi vous vous étiez entendu. Sans le contrat, si c'est juste l'oralité comme ça, demain il vous serait difficile, et il serait difficile même à celui qui veut vous départager, de vous départager, parce que quelqu'un aurait dit quelque chose lors de la conclusion du contrat, et devant celui qui va vous départager, il dira jamais, il n'a pas dit ça. Vous voyez? Donc il faut forcément mieux écrire les contrats. C'est très important. D'accord? Et l'autre chose que vous avez dit qui est vraiment assez intéressante, c'est effectivement l'éducation. Nous devons nous éduquer à cela, à parler nos langues depuis la maison et autres. Nos sociétés traditionnelles n'étaient pas sans droit. Vous avez parlé des 41 lois de Wibadja. Effectivement, j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte qu'il y a une certaine similitude avec notre loi fondamentale sur certains points. J'avais un peu poussé la curiosité de savoir quelles étaient les règles qui régissaient les sociétés traditionnelles. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez les terres, il y avait des règles pour accéder à la terre. Et ça, c'est le droit du foncier aujourd'hui. Comment on devient roi? Est-ce que c'est tout le monde qui devenait roi? Même si je suis de la famille royale là, il y a des choses qui peuvent m'écarter du trône. Il y a des critères que je devais remplir. On est d'accord? Ça, c'est le droit constitutionnel. C'est le droit constitutionnel qui nous dit comment on devient président. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour devenir président? D'accord? À la différence que là-bas, il n'y avait pas d'élection. Mais on peut dire qu'en bref, il y avait une élection parce qu'il y avait un collège là, des sages qui pouvaient dire c'est tel qui peut devenir roi, tel ne peut pas devenir roi. Ça, c'est le droit constitutionnel. Dans les familles, on pouvait se marier n'importe comment. Est-ce qu'on pouvait se marier n'importe comment? Je rencontre n'importe qui, je prends celui-là en mariage. Non. Il y a des règles à respecter. Et il y a des étapes même à franchir jusqu'à ce qu'on aboutisse au mariage. C'est le droit de la famille. L'éducation des enfants. Quelles sont les règles qu'il faut respecter pour éduquer les enfants? C'est toujours le droit de la famille. Quand quelqu'un meurt, la succession là, l'héritage là, comment ça se partage? Ces règles existaient dans nos sociétés. C'est toujours le droit de la famille. Si quelqu'un commet un meurtre, ou bien quelqu'un va voler dans le champ de tel, ou bien a tué la bête de tel, comment est-ce qu'on sanctionne celui-là? C'est le droit pénal. Nos sociétés avaient ces règles. Elles n'étaient certes pas écrites, mais elles existaient. Elles existaient. Sauf qu'aujourd'hui, nos textes qui sont consacrés par écrit sont des textes qui parfois ne cadrent pas exactement avec nos réalités. Et si, par nos cultures, on peut accéder au droit, c'est qu'on peut changer beaucoup de choses. Il y a peut-être des domaines où on enverrait moins des gens en prison. Parce qu'il y a des attitudes qui conduisent des gens en prison. Pour eux, c'est normal ce qu'ils ont fait. Dans leur culture, c'est comme ça que ça se passe. Mais ils ont cette attitude, on les envoie en prison. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Or, si nos droits, nos lois avaient transposé nos cultures comme ça, le problème ne se poserait pas. Quand j'étais affecté à Lokossa, j'ai été surpris de constater que dans cette localité, quand on achète la terre, ça ne veut pas dire qu'on a acheté ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? Si j'achète une parcelle dans la localité de Lokossa, en tout cas, il faut que j'achète les arbres qui sont sur la parcelle là aussi. Alors qu'ailleurs, si j'achète un domaine, c'est que même les arbres qui sont sur le domaine là, je les ai achetés. Donc, il y avait eu ce problème-là qui était venu et le juge et moi sommes allés à un transport judiciaire. Ils disent non, que chez eux c'est comme ça. Si tu achètes, si vous discutez du prix, vous devez discuter aussi du prix des arbres qui sont sur le domaine. C'est surtout lié au palmier. Vous savez que c'est une richesse. Alors si je vends ma parcelle,
il faut que je vous vende aussi les palmiers qui sont sur la parcelle. Si je ne vous vends pas les palmiers qui sont sur la parcelle, vous avez la terre, mais vous n'avez pas les palmiers. Vous voyez que c'est la culture qui influence là. Donc c'est un véritable problème et c'est à ça que je pense que nous devons être éduqués. Prenons les comportements que nous déplorons tous, la corruption dans les administrations, dans les localités. On met quelque chose qui est un bien commun et on fait des rites sur ça. Le truc peut rester là 10 ans, 20 ans, personne n'y touchera. Si c'est un bien commun, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qui va suivre si nous avons eu tel ou tel comportement. Mais la corruption aujourd'hui, elle prend tellement d'ampleur. C'est vrai que des efforts sont menés par les gouvernements successifs, mais la corruption n'est pas complètement éradiquée. C'est une question de culture aussi. C'est une question de culture aussi. Dans nos cultures, je pense que celui qui a une telle attitude, celui-là n'a pas une grande longévité. Celui-là n'a pas une grande longévité. Il faut que nous apprenions à respecter ce qui est bien commun. Ce n'est pas pour rien que dans notre constitution, il y a seulement deux valeurs auxquelles le constituant a consacré les caractères sacrés et inviolables. Il y a l'être humain et il y a les biens communs, les biens publics. L'être humain à l'article 8, les biens publics à l'article 37. L'être humain est sacré et inviolable à l'article 8. À l'article 37, les biens publics sont sacrés et inviolables. En dehors de ces deux-là, notre constituant n'a conféré le caractère sacré et inviolable à rien d'autre. Et ça, c'est tiré de nos cultures. Parce que ce qui est bien public, c'est vraiment assez sacré. C'est vraiment assez sacré. Et nous devons apprendre à respecter ce qui est vraiment assez sacré pour nous tous. Venant à la question liée à la multiplicité des langues, c'est bien possible qu'on traduise nos textes dans toutes nos langues, parce qu'il serait suicidaire de demander à certaines personnes d'abandonner leur langue au profit d'une autre. Bon, d'ailleurs, ça peut créer d'autres tensions dans la société. Ça peut créer d'autres tensions dans la société. Cependant, il y a des langues qui ont des similitudes. Pour ceux qui étudient les langues, il me semble qu'il y a des regroupements qu'on fait. S'il est possible que des langues ayant des similitudes soient regroupées et que celle qui est la plus dominante prenne le pas, c'est bien possible, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut enterrer les langues. Aujourd'hui, j'ai suivi une émission, c'était hier ou avant-hier, où on dit que chaque année, 25 langues disparaissent dans le monde. Et il ne faut pas qu'on en arrive là, que nos langues ne disparaissent pas. Parce que c'est une richesse que nous ne devons pas laisser disparaître. Mais on peut bel et bien traduire nos textes dans nos langues. Vous voyez les livres saints là. Les livres saints sont traduits dans nos différentes langues. Vous prenez la Bible, elle est traduite dans beaucoup de nos langues locales. D'accord? Pourtant, nous, dans toutes les localités, nous avons adhéré à ces religions-là. D'accord? Donc, je sais que ce serait difficile, mais ce ne serait pas impossible. On peut traduire nos textes dans nos langues. Ça va permettre à la population d'accéder facilement aux droits et d'accéder aussi à la justice ou aux juges. D'accord? Voilà. Et la dernière préoccupation, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas se limiter à l'oralité, il faut forcément des écrits. Il faut forcément l'écrit. C'est très important. C'est très important. Cependant, en attendant que nous n'arrivions à l'étape de l'alphabétisation de tout le monde, on peut accompagner avec les audios. On peut accompagner avec les audios tout en intensifiant l'alphabétisation. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on doit cibler ceux qui savent lire. Nous n'allons pas nous limiter au fait que tout le monde ne sait pas lire. Et là, c'est une belle suggestion que je prends.
merci pour cette suggestion. Il faut cibler ceux qui savent lire et continuer avec eux. Merci, je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos préoccupations.